Bonjour les amis. Alors on va poursuivre aujourd'hui les recherches sur la bibliographie, sur les livres qui évoquent l'investissement dans l'or. Et donc il s'agit là des livres qui sont publiés donc en français et sur Amazon. Donc il s'agit d'une toute petite partie de la bibliographie sur l'investissement dans l'or. Alors hier j'ai déjà commencé à parler d'un livre en particulier là, bon des livres en général sur l'investissement dans l'or et de ce livre-ci là en particulier. Et aujourd'hui, je vais parler d'un nouveau livre qui est beaucoup plus ancien et qui se trouve un petit peu plus bas dans le classement Amazon. Il s'agit du livre de Philippe Erlin qui s'intitule L'or, un placement d'avenir. Mais donc avant de commencer cette présentation de ce livre de Philippe Erlin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si vous ne l'avez pas encore fait. Comme ça, vous recevrez gratuitement des actualités sur les pièces de monnaie de collection et d'investissement, et sur l'or aussi. Et puis, vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Alors, le livre dont il est question, donc, c'est un livre intitulé L'or, un placement d'avenir, donc qui a été réédité en 2017. Donc ça, c'est la deuxième édition de ce livre, mais ce livre, il est beaucoup plus ancien que ça, puisque la première édition, sauf erreur, date de 2012. Et donc c'est un livre qui est très ancien, plus de 10 ans, il a 10 ans. Et c'est pour ça que ça peut être assez intéressant de parler de ce livre, parce qu'il est toujours, il a pas mal d'évaluations là sur Amazon, il a 55 évaluations. Ça s'explique parce qu'il est là depuis longtemps, mais surtout il a été réédité, donc on peut supposer qu'il y a pas mal de personnes qui l'achètent et par conséquent, il doit avoir quelque chose d'intéressant quand même. Alors ce qu'on peut dire à propos de l'auteur, donc Philippe Erlin, c'est que cet auteur, il est assez connu, me semble-t-il, pour ses interventions sur Internet. Il intervient sur différents sujets. Donc on a vu donc sur l'or, il a écrit des livres sur l'or depuis assez longtemps, mais aussi des livres sur l'économie en général et également sur le Bitcoin. Alors là, ça peut être un problème parce que euh, souvent les investisseurs dans l'or, notamment dans l'or physique en particulier, ils détestent absolument le Bitcoin qui est un placement totalement abstrait et totalement spéculatif, ce qui n'est pas du tout le cas de l'or de l'or physique, qui est plutôt un placement, disons, on va dire entre guillemets, de bons pères de famille, et qui est un placement qui est beaucoup moins spéculatif, qui n'a rien à voir. En fait, ce sont deux choses complètement, radicalement différentes. Donc on peut s'étonner qu'un auteur comme ça écrive des livres sur des sujets qui soient aussi radicalement différents. Et donc c'est peut-être une critique. Je ne sais pas si on peut faire une critique déjà uniquement à partir du titre des livres, mais en tout cas, on voit que la démarche de cet auteur, euh, c'est il semble qu'il cherche des alternatives, euh, des placements alternatifs pour échapper peut-être à ce qui semble considéré comme un problème, disons, lié à l'inflation. Je crois qu'il parle pas mal d'inflation, souvent contestant les chiffres officiels de l'inflation. Et il est aussi inquiet, me semble-t-il, par rapport au système financier de façon générale. Il est plutôt, comment dire, il redoute, semble-t-il, un effondrement du système financier. Je pense qu'il doit considérer que le système financier est très fragile et qu'il y a des risques d'effondrement. Donc, ce serait pour cette raison qu'il écrit des livres sur des placements plus sûrs, dont l'or et le Bitcoin. Alors, pour en venir directement à ce livre donc sur l'or, un placement d'avenir, ce qui est intéressant, ce qu'on peut faire, c'est regarder les évaluations qui ont été laissées par les clients. Et alors notamment, ce qui est intéressant quand on regarde les livres sur Amazon comme ça, c'est pour avoir un avis critique. Bon, il y a des clients, des lecteurs qui forcément, il y a toujours des gens satisfaits et il y a aussi toujours des gens insatisfaits. Et alors là, on observe qu'il y a une grande majorité des lecteurs qui ont mis des commentaires positifs, donc 5 étoiles, 66%. Ça veut dire que la plupart des lecteurs, ils ont trouvé ce livre tout à fait acceptable. C'est un bon score, on va dire. Mais cependant, il y a quand même toujours des gens qui sont pas contents du livre, en fait, qui ont des choses à lui reprocher.
Et c'est dans ce pourcentage de lecteurs mécontents, je pense qu'on peut trouver les remarques les plus, comment dirais-je, les plus critiques. Bon, les plus critiques, c'est sûr, mais aussi peut-être aussi parfois les plus constructives. Donc on va regarder ici une note totalement négative, donc une étoile, parce qu'on ne peut pas mettre zéro en fait. Donc la note la plus basse, c'est une étoile sur 5. Donc on a ici, par exemple, on a une évaluation du livre qui est très mauvaise. Déjà le titre, hein. Vous voyez le titre, l'or ou comment perdre de l'argent. Parce que c'est vrai que si on met en rapport le titre de cette critique avec le titre du livre, l'or, un placement d'avenir, euh, bon, le lecteur du livre là est pas du tout d'accord. Voilà ce qu'il raconte. Heureusement, je n'ai pas suivi les conseils de Philippe Erlin en 2012. Entre la date de parution de son livre et aujourd'hui, novembre 2015, le cours de l'once d'or a chuté de presque 40%. Alors il dit ça et il met un graphique à l'appui de ce qu'il affirme. Donc il met ici ce graphique dans lequel on voit que en 2012, donc à la date de la parution du livre, l'once d'or était à 1708 $. Et en novembre 2015, au moment donc où ce commentaire est publié, l'once d'or est à 1074 $. Donc effectivement, si la personne avait acheté de l'or ici et qu'elle l'ait revendu ici, elle aurait fait une perte colossale. Donc la première remarque qu'on peut faire par rapport à cette évolution, c'est que de toute façon, dans tous les cas, toujours, il faut bien avoir en tête que l'or, il ne monte jamais, il est toujours jamais en ligne droite. En fait, il y a toujours des cours à la hausse ou à la baisse. Il y a les deux. Forcément, donc ça c'est la base en fait, c'est la base pour l'or, mais aussi pour tous les autres marchés. Il y a toujours des phases de hausse, suivies de phases de baisse, etc. Rien ne monte toujours plus haut, rien ne va... les courbes ne montent pas jusqu'au ciel, comme disait Bainville. Alors ceci dit, il faut dire quand même que aujourd'hui le cours de l'once d'or en fait est remonté à 1800 $. Donc vous voyez que en fait ça pourrait expliquer pourquoi le livre il a été réédité en 2017, puisque à partir d'un point bas ici en 15 là en 2015, les cours de l'or se sont mis à remonter. Et donc à chaque fois qu'il y a des baisses des cours de l'or ou des hausses des cours de l'or, eh bien on a une vague de personnes qui, qui prétendent que, enfin, comment dirais-je, qui cherchent à pousser les gens à acheter de l'or. Et une fois que les cours se mettent à redescendre, ce qui finit toujours par arriver, on a des personnes mécontentes en fait. Donc la première chose pour un investisseur, toujours et partout et dans tous les domaines, je répète encore une fois, c'est d'avoir confiance que rien ne va toujours plus haut et que une hausse est toujours suivie par une baisse en fait. Voilà. Et une baisse, forcément, souvent, les baisses des cours pour l'or, elles finissent par se stabiliser, puis les cours finissent par remonter. Alors, poursuivons donc la lecture de ce commentaire un petit peu assassin là, hein, sur le livre de Philippe Erlin. Donc, la personne précise, pour nous vendre son or. C'est-à-dire que Philippe Erlin, en fait, il fait dans son livre, semble-t-il, un plaidoyer pour l'or. Il est favorable à l'achat d'or. Puisque ça c'est dit d'ailleurs de manière assez explicite dans le titre, puisqu'il dit que c'est un placement d'avenir. Donc, pour nous vendre son or, Philippe Erlin prophétise l'écroulement du système bancaire, notamment en publiant des articles dans goldbroker.com. Il en est membre de l'équipe éditoriale, dont l'activité de courtage, vous l'aurez deviné, consiste précisément à vendre de l'or. Alors ça, c'est une critique qu'on retrouve très souvent chez les avocats ou chez les personnes qui essaient de vous placer un produit financier. C'est-à-dire que la personne, en fait, il faudrait savoir d'où elle parle. Il faudrait savoir, Philippe Erlin, par exemple, on aimerait bien savoir, est-ce qu'il a investi dans l'or, combien, est-ce qu'il a gagné de l'argent, est-ce qu'il en a perdu. Disons que ça lui donnerait une légitimité supplémentaire et ça rajouterait une dimension, un peu plus d'objectivité, disons, au contenu de son livre. Alors, deuxième remarque, la prophétie sur l'écroulement du système bancaire. Donc, ça reprend un petit peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, on est dans une croyance. Euh, alors, est-ce qu'elle est étayée ou pas? Ça, je ne sais pas. Il faut voir, il faut lire le livre, justement. Ce livre et peut-être d'autres livres.
Est-ce que le système bancaire peut s'écrouler? Est-ce qu'il va s'écrouler rapidement ou pas? Donc ça, disons qu'il y a pas mal de personnes qui sont un petit peu, comment dirais-je? Qui sont inquiètes, en fait, et qui ont peur. Et alors la question qui se pose du point de vue de l'investisseur, c'est: est-ce que la peur, est une bonne conseillère pour investir? C'est pas sûr. Est-ce qu'il faut avoir peur que le système bancaire s'effondre? Bon, il faudra lire le livre. Alors la personne donc continue ses critiques en disant ceci: «Pour justifier ses prédictions, Philippe Perlin se base sur des arguments faux. Plus exactement, il interprète à sa manière des faits de l'actualité. Par exemple, la fameuse directive européenne BRRD. Il prétend que les banques vont ponctionner les comptes des épargnants contenant au moins 100 000 euros et même en deçà jusqu'à 20 000 euros. Alors que la réalité est tout autre. Au contraire, la directive garantit l'argent déposé dans chaque banque jusqu'à 100 000 euros. Ça n'est pas du tout pareil. Bon, alors il y a aussi une partie, disons, des investisseurs dans l'or qui investissent parce que, euh, comment dirais-je, pas, parce qu'ils ont peur de... Ils sont complotistes en fait. Ils pensent qu'il y a, que nos élites dirigeantes ou que les dirigeants des banques seraient prêts donc à leur voler leur argent, donc à faire des faillites frauduleuses, à les dépouiller de tout ce qu'ils possèdent. Et là encore, c'est quelque chose qui demande à être, comment dirais-je, analysé à tête reposée, c'est-à-dire à être étudié. Il faut regarder peut-être les faits. Alors la dernière partie de cette critique, qui est quand même très dure, c'est l'aspect pratique. Justement, ce qui intéresse les investisseurs dans l'or, et dans les pièces d'or en particulier, c'est ils ont peut-être des questions tout à fait pratiques, ils veulent un guide pratique, ils veulent savoir où acheter, comment est-ce qu'on peut conserver les pièces, est-ce qu'il faut les garder en coffre, ou chez soi, ou est-ce qu'il faut acheter de l'or papier ou de l'or physique, etc. Alors là, dans ce cas précis, là, le critique dit ceci: vous achetez des lingots et des pièces d'or, où les gardez-vous? Bonne question. Chez vous, avec le risque de cambriolage ou de homejacking? Ou bien, comme évoqué page 112 du livre, dans un coffre privé dans d'un entrepôt sécurisé? Mais l'auteur précise: ce service n'existe pas pour l'instant en France pour les particuliers. Ah zut, ça existe seulement à Zurich, Londres ou New York. Imaginez un instant la situation, c'est l'effondrement bancaire, le chaos généralisé. Bon, ça, on ne sait pas si ça peut arriver ou pas déjà. Comment allez-vous récupérer vos pièces d'or déposées à Zurich quand les transports seront désorganisés? Croyez-vous que la Suisse ou tout autre pays demeurera un îlot sécurisé? Que l'informatique sera toujours intacte pour permettre l'accès à votre compte? Qu'il y aura encore un gentil employé sur place pour vous ouvrir les portes de votre coffre? Bon, ça c'est une critique, vous voyez, qui est quand même très radicale contre le livre. Mais alors, je ne sais pas, tous ces aspects, je pense il faut les observer, il faut regarder les faits. Il faut regarder les faits et il faut l'étudier. Voilà. Donc, alors, pour l'étudier, pour savoir un petit peu de quoi il s'agit, le mieux, euh, c'est peut-être de lire le livre déjà pour voir un peu sur quoi il se base pour faire toutes ces affirmations. Parce qu'il faut dire que oui, il y a des évaluations qui sont très très critiques à l'égard du livre, mais il y en a aussi beaucoup qui sont très très positives. Alors par exemple, ici, on a quelqu'un qui dit que le livre est excellent et complet, un excellent travail de pédagogie, avec l'histoire de l'or depuis l'Antiquité, jusqu'à Bretton Woods, jusqu'à la fin de la convertibilité or-dollar par Nixon en 1971. Voilà, ça lui a ouvert les yeux sur les risques liés à l'assurance vie, au compte bancaire, etc., à la dépréciation des monnaies. Donc on a quand même des notes qui sont très positives et donc peut-être le livre est pas si mauvais que ça. Il n'est pas à jeter, je pense, ce livre. Alors pour mieux se rendre compte, on peut regarder directement l'intérieur du livre. On a la table des matières. Donc, alors ça, je pense que ça, c'est pas la table des matières du dernier livre. En fait, c'est la table des matières pas de l'édition de 2017, mais de celle de 2012. Mais enfin, bon, on va quand même pouvoir voir un petit peu la structure du livre. Donc, on voit qu'il y a un chapitre concernant l'histoire ancienne. Donc, pourquoi l'or est la monnaie de référence? Donc là, ici, la question, c'est qu'est-ce que c'est que la monnaie? Donc ça, c'est une question qui est capitale, hein, de comprendre, parce qu'il y a des gens qui pensent que l'or, c'est la monnaie. C'est un point qu'il faudrait sûrement préciser. Qu'est-ce que c'est que la monnaie? C'est une question énorme, une question très difficile, complexe, qui a été abordée par tous les économistes depuis plusieurs siècles.
Et c'est un sujet, quand on veut investir, peut-être il faut clarifier ce point, quoi. Alors, il parle des évolutions récentes et des perspectives, des crises, des risques de crise systémique. Donc, ça corrobore ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un auteur peut-être qui redoute un effondrement complet du système, mais est-ce qu'il faut redouter un effondrement complet du système? Faut voir, il faut étudier la chose. Après, il va parler donc de l'or papier, pourquoi les États n'aiment pas l'or, un retour de l'or. Est-ce que l'or peut retrouver un rôle monétaire qui était le sien, ne serait-ce qu'au XXe siècle ou même au XIXe? Ça, à voir, il faut le lire en fait. Et ensuite, il y a une partie pratique, comment acheter de l'or, la réglementation, la fiscalité. Bon, sous quelle forme acheter de l'or? Comment gérer son or? Voilà, donc c'est un livre qui est plutôt court, mais je pense qu'il doit être quand même assez intéressant. C'est intéressant ne serait-ce que pour essayer d'avoir une approche un peu contradictoire sur les idées, sur les différentes idées qu'il contient. Alors si on regarde rapidement là, une page, un extrait du livre, pour voir un petit peu le style. Alors, l'or a été la monnaie de référence pendant des siècles, mais aujourd'hui on ne l'utilise plus pour cette fonction. Est-il redevenu une simple matière première parmi d'autres? L'or a même disparu des manuels d'économie, est-ce justifié? Pourtant, l'or revient dans l'actualité, ne serait-ce que par la formidable progression de son cours depuis 2001. Comment interpréter ce retour? Ouais, bon alors le style, qu'est-ce qu'on peut dire sur le style? Que en lisant là un ou deux paragraphes, comme ça on voit que c'est un style très simple, très direct, qui n'est pas du tout alambiqué. Je pense qu'il est très accessible, donc ça a l'air assez clair, assez limpide. Donc si on lit peut-être un paragraphe ou deux. Alors nous n'en avons pas suffisamment conscience, mais nous vivons dans cet après l'or comme monnaie de référence. Depuis 1971, nous vivons une gigantesque expérience à l'échelle de la planète, celle des monnaies qui flottent au gré des marchés sans référence à l'or. Celle d'États et de banques centrales qui ne dépendent plus d'une quantité d'or pour émettre de la monnaie. Est-ce que ça marche? De nombreuses crises financières se sont produites depuis 1971 et nous traversons actuellement la plus grave crise mondiale depuis celle de 1929. À la crise des subprimes qui éclate en 2007-2008 s'ajoute celle des dettes publiques depuis 2010. Y aurait-il un rapport? Nous verrons. Mais commençons d'abord par revenir à cet âge de l'or, à défaut d'avoir toujours été un âge d'or. Bon, le style, c'est clair, c'est pas mal, c'est bien écrit. Je pense que l'ensemble du livre doit être comme ça. Est-ce que c'est documenté? Là, on peut pas trop le voir en fait. Il n'y a pas de note de bas de page. La bibliographie, il faudrait voir s'il en a mis une et qu'est-ce qu'il a mis dans sa bibliographie. Après, ici, là, on voit il y a le côté crise, qui justifie souvent d'acheter de l'or. On serait en crise. Mais alors là, c'est pareil, une crise perpétuelle alors. Et puis, bon, les subprimes, on a vu que ça avait été surmonté, que l'or a rebaissé quoi, après la crise des subprimes. Donc, voilà, bon, voilà, mon idée sur ce livre, c'est qu'il doit être pas mal, donc je vais l'acheter, je vais le lire, et je vais regarder un petit peu, je vais essayer de voir les idées qu'il défend, et je vais essayer comme ça on pourra peut-être en reparler, je vous en reparlerai. On pourra discuter le contenu du livre, peut-être pour voir ce qui a gardé, les bonnes parties du livre. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur ce livre de Philippe Erlin. Donc je pense que c'est un livre qui doit valoir la peine. Donc si vous voulez l'acheter pour vous faire votre propre idée, je vous mets un lien dans le fil de discussion sous la vidéo. Je vous en reparlerai. Donc si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion. Vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.